Excusez-moi, chers collègues, de ce retard. Excusez-moi, Madame la rapporteure. Mes chers collègues, nous avons examiné ce matin une proposition de loi inscrite par le groupe écologiste à l'ordre du jour de sa journée réservée le jeudi 4 avril. Je reprends mon souffle. La proposition de loi visant à protéger les Français des risques climatiques et financiers associés aux investissements dans les énergies fossiles, rapportée par Madame Cyrielle Châtelain, à qui je passe la parole avec plaisir. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je tenais d'abord à vous remercier de m'accueillir en cette commission des finances où c'est avec un grand plaisir que je présente aujourd'hui cette proposition de loi relative à l'encadrement et à l'extinction progressive du financement des énergies fossiles par les acteurs de la finance. Dans leur rapport de mai 2023, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz le rappelaient, le réchauffement climatique aura un coût exorbitant, donc un impact significatif sur nos économies. Je cite ce rapport, le rapport Stern de 2006 concluait que le coût économique de l'inaction climatique équivaudrait au moins à une baisse permanente de 5% du niveau de la consommation mondiale. Les travaux ultérieurs ont abouti à des impacts plus marqués du changement climatique sur l'activité économique globale. La perte de PIB à l'horizon 2100 serait comprise entre 7 et 23%. En 2022, les impacts sur les activités économiques et les infrastructures se font déjà durement sentir en France. En raison d'une sécheresse historique, la production agricole a baissé entre 10 et 30% en fonction des filières. La production hydroélectrique a baissé de 20%. Les assureurs ont dû couvrir 2,9 milliards d'euros de dommages dus à des catastrophes naturelles qui s'appellent, vous savez, c'est les fameux RGA. À ces pertes économiques s'ajoute un drame humain insupportable. La perte de 33 000 vies entre 2014 et 2022 en France en raison des fortes chaleurs. La combustion des énergies fossiles est la première cause du réchauffement climatique. Elle est responsable de 75% des émissions de gaz à effet de serre et de 90% des émissions de CO2. Les travaux du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie sont arrivés à la conclusion sans appel. Pour sauver le climat, il ne faut plus un seul nouveau projet d'extraction de pétrole, de charbon ou de gaz. Et il est indispensable de fermer prématurément des sites actuellement en exploitation. Pourtant, l'humanité n'a jamais autant consommé de charbon, de pétrole et de gaz qu'aujourd'hui. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'utilisation des énergies fossiles a dépassé son record absolu, atteignant 36,8 milliards de tonnes en 2022. Les multinationales du fossile, comme la société Vermillon, continuent à ouvrir de nouveaux puits. Ce sont 8 nouveaux puits qui vont ouvrir en Gironde, au cœur de la forêt de Thèse-de-Buch, ravagée par les premiers méga-incendies en France. Ou encore Total Energy, ExxonMobil, Shell, qui continuent d'investir dans l'exploitation ou l'ouverture de sites qualifiés de bombes climatiques. Vous le savez, 425 sites qui sont en exploitation ou vont ouvrir et dont l'exploitation ruinerait à eux seuls la chance de limiter le réchauffement sous les 1,5 degrés. Ainsi, Total Energy ne prévoit d'ailleurs pas de diminution d'exploitation de pétrole d'ici à 2030 et planifie dans le même temps une augmentation de sa production de gaz naturel liquéfié. Et pour ça, une seule raison, inscrite dans son rapport 2022, le pétrole, c'est une machine à cash. Et cette machine à cash, elle est alimentée par les acteurs financiers. En 2022, les 6 grandes banques françaises avaient un niveau d'exposition cumulé aux énergies fossiles supérieur à la moyenne européenne, avec un cumul de 125 milliards d'euros d'actifs à leur bilan. Depuis l'accord de Paris en 2015, ce sont plus de 5,5 trillions de dollars qui ont été versés par les 60 plus grandes banques mondiales aux entreprises du pétrole, du charbon et du gaz. Un tel rythme de financement des énergies fossiles n'est plus soutenable. Il va à l'encontre des objectifs climatiques que la France et l'ensemble de la communauté internationale se sont assignés. Le respect de ces objectifs climatiques est un impératif absolu et vital à l'échelle planétaire. Dans le cadre des auditions menées pour cette proposition de loi, il est clair qu'un mouvement a été initié par les banques françaises. Elles augmentent leurs prêts aux énergies fossiles. Pour certaines d'entre elles, elles ont pris des engagements à ne pas financer de nouveaux projets fossiles ou à réduire leurs encours de prêts aux acteurs du fossile. Ce changement est dû à plusieurs facteurs. Le premier, je tiens à leur remercier, les actions des associations Oxfam, Reclaim Finance, Finance Watch, Greenpeace ou encore les Amis de la Terre, mais aussi à la demande grandissante de leurs clients de ne pas déposer leur argent dans des banques qui s'en serviraient pour financer les fossiles. C'est aussi lié à une prise de conscience d'une partie des acteurs financiers qui ne peuvent que constater l'ampleur des impacts du réchauffement climatique. Cependant, la solidité de leur engagement est actuellement difficile à mesurer. Les données transmises sur ces sujets sont des données internes aux banques, souvent parcellaires.
Ces données concernent principalement les prêts dans le secteur énergétique, mais on a très peu d'informations, par exemple, sur les émissions d'obligations ou l'asset management. De même, dans ce domaine, les objectifs des banques sont très peu précis. Ainsi, le mouvement en cours au niveau français et européen doit être accompagné par le législateur pour s'assurer de la solidité de la transition afin d'éviter tout risque de greenwashing ou de stratégie de retardement de la transition. C'est pourquoi le premier article de cette loi fixe un calendrier de sortie des investissements fossiles clair et harmonisé pour les acteurs financiers, avec une réduction des investissements fossiles de 50% par rapport à 2025 d'ici à 2030 et de 90% d'ici à 2040. De même, il interdit les investissements dans les nouveaux projets fossiles, conformément aux recommandations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie. Le premier article de cette proposition de loi a pour objectif de réduire les émissions, d'entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'entraîner les acteurs bancaires, de les amener à respecter des objectifs pour que nous puissions limiter le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Si nous n'agissons pas dès maintenant, notre budget carbone sera consommé et nous nous dirigerons vers un monde à plus 4 degrés. Et un monde à plus 4 degrés, c'est non seulement un monde où les conditions de vie sont fortement dégradées, voire invivables, mais c'est un monde où, comme nous l'avons vu au début de cette présentation, le système économique est fortement fragilisé. Le rapport de 2020, The Green Swan, réalisé pour The Bank for International Settlement, la Banque française et Eurosystem, qui regroupe les banques centrales européennes et les banques centrales nationales des États membres, était on ne peut plus clair. Les risques liés au climat sont une source de risques financiers. L'accumulation de CO2 au-delà d'une certaine limite peut avoir des impacts irréversibles. Alors que les banques, les difficultés des banques lors d'une crise financière ordinaire peuvent être résolues par de l'aide, cela sera bien plus difficile dans le cas de secteurs qui ne seront plus viables à cause du réchauffement climatique. Les risques climatiques pour le système économique sont colossaux. Et pour les banques et les acteurs de la finance, ils sont de 2 sortes principaux. Le premier type sont les risques physiques liés aux coûts économiques et aux pertes financières liées à la sévérité des catastrophes climatiques. Vous venez de le voir, 2023 est la 3e année la plus grave en termes de sinistres climatiques et a amené les assurances à avoir un coût, enfin à combler, en tout cas à combler des pertes à hauteur de 6,5 millions d'euros. Pour prévenir ces risques, il est indispensable d'assurer une bifurcation énergétique, économique et de changer nos modes de vie. Pour cela, c'est la seule manière pour éviter le chaos climatique. Le second type de risque, c'est le risque de la transition. Ce sont les risques associés à un changement abrupt, changement politique, augmentation du risque réputationnel, limite technologique. Ce sont des risques induits si la transition est subie et se fait par la contrainte et non par une transition planifiée. Sans action immédiate et une trajectoire claire, le risque d'un changement abrupt augmente considérablement. L'exposition aux énergies fossiles des acteurs financiers leur fait courir un risque de transition important. La nécessaire sortie des énergies fossiles, obligeant à laisser dans le sol une très grande partie de ressources aujourd'hui non exploitées, entraînera une perte de valeur du fossile et des actifs fossiles. Ils viendront alors ce qu'on appelle des actifs échoués. Si ces actifs perdent 80% de leur valeur, et c'est une hypothèse tout à fait plausible dans un monde neutre en carbone, 3 à 5 des plus grandes banques européennes n'auraient pas assez de fonds propres pour essuyer leurs pertes, et de nombreuses banques françaises basculeraient dans le rouge. Ces risques climatiques ne sont pas reflétés par les données passées. Ils sont des risques qui sont à court, moyen et long terme, dans un système aujourd'hui qui n'est conçu que pour analyser le risque à court terme, c'est-à-dire à 1, voire 3 ans, et sur la base d'événements déjà survenus. C'est ce que l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Mark Carney, appelait la tragédie des horizons. Les banques anticipent donc aujourd'hui difficilement les futurs risques liés au dérèglement climatique. C'est pourquoi le 2e article de cette proposition de loi a pour objectif de protéger les Français et les Françaises en garantissant la stabilité du système financier par une augmentation des fonds propres des banques lorsqu'elles investissent dans les énergies fossiles pour réduire leur exposition. C'est aussi la meilleure manière d'éviter les risques physiques induits par les impacts des énergies fossiles et la hausse du réchauffement climatique.
Sur les articles 1 et 2, il est apparu que des éléments d'amélioration pouvaient être apportés. Je porterai donc un certain nombre d'amendements pour renforcer cette proposition de loi. Cependant, le message qui doit être passé est extrêmement clair. Le monde de la finance ne peut plus continuer à s'extraire des limites physiques de notre monde. Les impératifs climatiques s'imposent à tous, et en premier lieu aux acteurs économiques ayant pendant des décennies contribué à financer et à renforcer des activités faisant porter un risque vital à l'ensemble de la population, et cela dans l'objectif de profit immédiat. Aujourd'hui, le retard accumulé face à la catastrophe climatique est considérable. Il s'agit de retrouver une souveraineté, de reprendre la main sur les investissements des banques et des acteurs financiers en fixant un cadre clair pour protéger les Français et les Françaises. En tant que législateur, je pense qu'il nous revient à nous de nous extraire des impératifs de rendement immédiat pour prendre les mesures qui s'imposent et enfin pouvoir ouvrir de nouveaux horizons. Bien, merci Cyril Châtelain. Quelques mots par rapport à votre proposition de loi. Notre maison brûle, disait un président dans le passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, l'incendie n'a pas continué, n'a pas arrêté de s'étendre physiquement, réellement, concrètement. Il suffit de regarder ce qui se passe en France tous les étés, mais aussi évidemment d'un point de vue imagé. Et de ce point de vue, moi je suis de ceux qui pensent que la dette la plus dangereuse que nous sommes en train de léguer à nos enfants, petits-enfants, et je ne sais jusqu'où iront les générations, tant les conditions de vie pourraient devenir absolument insupportables sur la Terre, c'est la dette écologique. Et que dans ce cadre, le fait que nous continuions à émettre des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi carbone, dans l'atmosphère est évidemment quelque chose qui est insupportable si on écoute désormais quasiment la totalité des scientifiques. Bon, c'est pour ça que je regarde avec intérêt votre proposition de loi. Je note une chose, par exemple, si on prend le seul groupe Total, et je vous recommande, je fais une petite promotion, la lecture d'un livre de Michael Correa qui s'appelle Totalement, qui, même pour ceux qui sont éventuellement opposés à l'avis de l'auteur, en tout cas trouveront au moins des éléments concrets et difficilement réfutables. Si on prend par exemple Total, on s'aperçoit que les investissements, les budgets de Total dans les énergies carbonées sont à hauteur de 80% de leur budget d'investissement et le renouvelable à 20%. Et c'est exactement l'inverse qui se passe en termes de communication et de promotion de la part de Total, ce qui, quelque part, est un camouflage assez scandaleux du fait que Total, par exemple, que c'est notre principale entreprise, continue à développer des projets, notamment en Afrique, alors même que, ne serait-ce que pour respecter les accords de Paris, chacun sait qu'il faudrait ne plus ouvrir de tels projets. C'est pourquoi je pense qu'il est évidemment important de mettre le là. Vous le mettez en interdisant le financement par des acteurs privés de tels projets. C'est évidemment important. On s'aperçoit que les banques françaises sont encore des grands pourvoyeurs de fonds de l'énergie carbonée. Cependant, je pense qu'on aurait peut-être pu aller un peu plus loin, c'est-à-dire les interdire tout court, parce que maintenant, il y a un autofinancement de ces compagnies qui est suffisant et qui leur permet parfois de ne pas recourir aux banques. Mais enfin, comme je pense qu'il faut avancer, le pas que vous proposez est, à mon avis, à prendre. Et c'est pour ça que, pour ma part, je soutiendrai cette proposition de loi. Je passe la parole au rapporteur général. Non ? Bon, d'accord. Alors, on va passer aux orateurs de groupe. Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Nous partageons l'objectif qui est le vôtre, Madame la Présidente, qui consiste à accompagner efficacement la transition économique par le secteur financier, mais on a une divergence d'appréciation sur les moyens d'y parvenir et sur les moyens que vous employez dans cette proposition de loi. On considère que légiférer nationalement porterait un coût majeur à la compétitivité de nos banques dans un domaine où la réglementation est entièrement européenne, et le faire par la voie nationale nous paraît porter un coup à la compétitivité. Un mot pour dire au président Coquerel qu'on peut stigmatiser des grandes entreprises françaises, mais je rappelle quand même qu'un tiers des investissements de Total Énergie se fait dans le bas carbone et dans le renouvelable.
Sur la rédaction de cette proposition de loi, il me semble qu'il y a également des imperfections qui nuisent, je crois, et qui auraient des conséquences négatives sur la transition de l'économie réelle. Je pense notamment à la place résiduelle qu'il est impératif de laisser aux énergies fossiles, notamment pour des industries qui ne peuvent aujourd'hui s'en extraire, et interdire tout financement dans les énergies fossiles. Ce n'est d'ailleurs absolument pas l'objectif de l'ensemble des accords internationaux auxquels vous faites référence. Ensuite, parce que dans les activités que vous listez comme étant désormais interdites de financement, il y aurait des activités qui participent aujourd'hui à la transition énergétique. Je pense à l'hydrogène, je pense au biogaz, je pense également au raffinage et à la distribution des biocarburants, ou bien à d'autres activités qui sont aujourd'hui essentielles à l'activité économique, comme par exemple les stations-service ou encore le financement des plans de transition énergétique. Alors, des réglementations existent au niveau européen. On peut très certainement et on doit certainement les améliorer au niveau européen, mais elles ne sont pas inexistantes. Et je pense que c'est le seul bon niveau qui permet de répondre aux enjeux auxquels nous nous associons. Mais nous serons néanmoins défavorables à cette proposition de loi. Merci. Kevin Mauvieux pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Alors, si au Rassemblement national, on est effectivement bien d'accord avec tout le monde, je pense, le constat est unanime, il y a un changement climatique, on doit trouver des solutions pour s'adapter et pour éviter que ce changement n'aille trop loin. Cette proposition, elle a une première chose qui est un peu cocasse, je trouve, c'est que vous voulez limiter les investissements dans les énergies fossiles. Or, les énergies fossiles, aujourd'hui, les pays les plus écolos en ont besoin pour produire de l'électricité parce que les énergies renouvelables ne fonctionnent pas à plein. Je pense à l'Allemagne qui a besoin du charbon pour avoir de l'électricité parce qu'elle est très écologique. Donc, on est un peu sur un cercle vicieux. Mis à part ce commentaire, plusieurs éléments. D'abord, vous partez encore une fois sur cette proposition dans un esprit de contrainte, dans un esprit de punition, alors qu'on a la possibilité de prendre des mesures qui sont davantage incitatives, parce qu'effectivement, il faut petit à petit réorienter les financements vers du développement durable et vers des choses qui sont plus avantageuses pour la planète, mais la contrainte n'est pas la meilleure façon de faire. Dans le secteur financier, si vous prenez la contrainte, par exemple, de l'un de vos articles, qui consiste à avoir un coussin financier dans les entreprises, enfin dans le secteur financier, pour prévoir les risques, vous risquez, par exemple, de mettre à mal les capacités à octroyer des prêts, par exemple, puisque ces financements seront bloqués. Si je prends également dans l'un des autres articles la baisse des investissements dans les énergies fossiles, malheureusement aujourd'hui sur la planète, nombre de pays, y compris la France, n'ont pas toutes les solutions pour sortir des énergies fossiles. On va donc vers de la décroissance et ce n'est pas notre objectif. Au Rassemblement national, on s'orienterait plutôt vers un outil de quantitative easing vert européen qui permettrait, au lieu de contraindre et d'obliger, d'orienter les financements vers des économies plus durables. En anglais pour le Rassemblement national, tu vois. Charlotte Leduc pour France Insoumise. Oui, merci Monsieur le Président. Notre groupe soutient évidemment cette proposition de loi car elle va dans le bon sens. On peut rappeler une réalité simple. Plus des 2/3 des émissions humaines de gaz à effet de serre sont issues de l'industrie des énergies fossiles. Si nous voulons respecter nos engagements climatiques et parvenir à maintenir la viabilité du seul écosystème compatible avec la vie humaine, alors nous n'avons pas le choix. Il faut immédiatement interdire l'exploitation de tout nouveau gisement de pétrole, de gaz ou de charbon. C'est même l'Agence internationale de l'énergie qui le dit. D'ailleurs, il est beaucoup plus difficile de fermer une infrastructure d'extraction fossile dans laquelle ont été investis des moyens financiers, de laquelle dépendent des emplois existants, que de renoncer à créer une nouvelle infrastructure. Nous avons donc une responsabilité en tant que législateurs, agir pour interdire l'émergence de nouveaux projets fossiles. En interdisant le financement par les banques et les autres acteurs financiers afin de couper l'apport en capitaux nécessaire à la création de nouvelles infrastructures, la proposition de loi qui nous est soumise est donc une mesure absolument nécessaire. Il faudra cependant un changement plus vaste et plus radical pour atteindre une réelle interdiction des nouveaux projets fossiles. Les super-profits des entreprises extractives leur permettent en effet de s'autofinancer et donc de se passer d'un recours aux banques et au marché.
L'obligation de se doter d'une stratégie de réduction contenue dans la PPL va dans le bon sens. Il s'agit néanmoins d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat. Un groupe qui se fixerait sciemment une stratégie défaillante pour constater son échec après coup ne serait pas en violation de cette nouvelle obligation. Nous proposerons donc d'enrichir ce texte en passant d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Ce qu'il faut bien comprendre, chers collègues, c'est que le capitalisme financiarisé actuel est tout simplement incompatible avec la nécessaire bifurcation écologique, et c'est en cela que cette proposition de loi va dans le bon sens et nous voterons pour. Ok, merci. Marie-Christine Dalloz pour les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, on va commencer par des éléments positifs. Le constat que vous faites sur les risques climatiques est lucide. Et nous pouvons le partager, parce que c'est une réalité. Mais, on va arrêter là le positif. Parce que entre l'inertie dont vous parlez et votre proposition de projet de loi, c'est tout un monde, mais un monde concret, un monde réel, avec des besoins énergétiques. Qu'il s'agisse de notre industrie, qu'il s'agisse de notre agriculture, qu'il s'agisse de nos concitoyens, les ménages ont besoin d'énergie, ou qu'il s'agisse de nos services publics, parce qu'on oublie toujours, mais les services publics sont aussi consommateurs d'énergie. Et la réalité, c'est qu'avec l'article 2, le durcissement des exigences prudentielles imposées aux banques, c'est facile, hein. Ce sont les coupables les plus facilement trouvables et trouvés. Le problème, c'est que quand vous durcissez, pour prendre en compte les risques liés aux actifs investis dans les énergies fossiles, vous le faites qu'à l'échelle franco-française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous affaiblissez l'ensemble du système bancaire français au détriment justement de ses perspectives d'avenir, et que vous renforcez tous les autres systèmes étrangers. C'est ça la réalité. C'est quand on commence à affaiblir un système. Et puis en matière de risque prudentiel, je trouve que nos banques sont déjà bien loties et bien dotées sur ce sujet. Enfin, le constat, les limites et l'interdiction que vous préconisez, plus l'excès de dogmatisme que vous mettez en œuvre, ça ne convient pas aux Républicains. Nous privilégions l'incitation à la coercition, la pédagogie plutôt que la sanction. Et vous êtes systématiquement dans la sanction et la coercition. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains ne votera pas cette PPL. Merci. Emmanuel Mandon pour les Démocrates. Oui, merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi, bien que louable dans ses intentions, soulève pour nous un certain nombre d'interrogations quant à son efficacité et ses potentielles conséquences sur notre économie et notre secteur financier. Bien sûr, la lutte contre le changement climatique est une priorité absolue. Cependant, les mesures qui sont proposées ici risquent, selon nous, d'être complètement inefficaces. Cette approche unilatérale ne saurait empêcher le financement des projets ailleurs dans d'autres pays du monde. La décarbonation progressive des actifs imposés aux institutions financières, avec des réductions de 50% d'ici 2030, 90% d'ici 2040, pose un risque considérable de déstabilisation. En effet, un tel désengagement précipité doit réduire sans doute la compétitivité sur le marché international, et d'autres institutions, enfin nos institutions, ne pourront pas faire face à la concurrence, puisque les concurrents ne seront pas soumis aux mêmes contraintes. Donc cette situation entraînera une fuite de capitaux, diminuera l'attractivité de notre place financière au moment où on devrait, au contraire, encourager et permettre de faire de Paris un centre financier majeur engagé dans la finance verte. Il est proposé également des garanties en matière de fonds propres, et là nous considérons que les risques liés aux énergies fossiles, donc cette mesure n'est pas réaliste, et qu'en tout cas elle ne permet pas une coordination avec les pays membres de l'Union européenne. Je voudrais dire enfin que face à cette proposition, on ne vous rejoint pas. Donc par rapport aux objectifs, si on est d'accord sur les objectifs, on ne comprend pas les moyens proposés. Il nous semble qu'il est indispensable d'adopter une approche plus équilibrée, plus coordonnée. Et donc c'est bien une course d'adaptation qu'on doit mener, qu'il faut envisager, mais il nous faut construire une stratégie, une trajectoire
solide et soutenable pour une transition Merci. que l'on sait inévitable. Je vous remercie. Merci. Philippe Brun pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Quels sont nos objectifs? Nous voulons réduire notre usage des énergies fossiles, nous voulons sortir du pétrole, nous voulons et nous devons réduire notre dépendance à ces énergies. Et de cela, il n'y a aucun doute, ou en tout cas, il ne devrait y avoir aucun doute. Aujourd'hui, notre économie tourne aux 2/3 grâce aux énergies fossiles. Il y a les aspects environnementaux que nous connaissons tous bien ici, mais il y a aussi les aspects de déficit commercial. Notre dépendance aux énergies fossiles importées, en particulier du gaz et du pétrole, joue un rôle majeur dans ce déficit commercial. Et donc notre dépendance énergétique, notre dépendance commerciale fait de ces propositions de loi un enjeu pas seulement environnemental, mais un enjeu également de souveraineté. Je ne parle pas de la dépendance vis-à-vis de pays producteurs qui sont bien souvent autoritaires. S'émanciper est urgent. De l'autre côté de l'équation, nous voyons également notre insuffisance sur les énergies renouvelables. Nous sommes le seul pays européen à ne pas respecter nos objectifs en la matière. Là où notre production d'énergie renouvelable devrait représenter 23% de l'énergie finale consommée, nous sommes 4 points derrière, à 19%. Les meilleurs élèves aussi entre 40 et 60%. Donc cette proposition de loi vise à remédier à ces problèmes. Et c'est pourquoi nous la soutiendrons. Nous pensons que sa rédaction est perfectible et nous accueillons très favorablement les amendements qu'a déposés Madame la rapporteure afin de clarifier ses intentions, notamment à la production et non plus au développement. Nous voyons un certain risque à aller au-delà. Il est en tout cas question ici d'envoyer un message politique important, à savoir qu'il est urgent d'accélérer le mouvement et de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est Lise Magnier, Christophe Plassard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour votre travail sur cette proposition de loi et pour votre présentation. Je vous remercie d'autant plus sincèrement qu'il me semble que votre proposition de loi nous permet d'avoir un débat nécessaire sur l'enjeu de notre siècle, qu'est la lutte contre le dérèglement climatique. Nous partageons évidemment le constat que pour réussir ce défi, il nous faudra évidemment sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, le plus tôt étant le mieux. Car le sujet central est là, il n'y a pas de transition écologique réussie sans transition énergétique. Sur la méthode pour y parvenir maintenant, nos analyses divergent. Vous prenez le parti avec cette proposition de loi de mettre fin au financement des énergies fossiles pour en finir avec nos dépendances. Il nous semble, à plusieurs égards, que si cette idée est à première vue séduisante, elle souffre de difficultés pratiques difficilement surmontables. Premièrement, la difficulté, à nos yeux, est le financement de ces activités est aujourd'hui mondialisé. Une interdiction en France n'aurait presque aucun impact, car, in fine, les entreprises concernées iraient se financer auprès d'acteurs étrangers. La seconde difficulté tient à la liste qui nous est faite des activités relatives aux énergies fossiles, qui est extrêmement large, au risque de s'appliquer à des énergies plus propres, telles que l'hydrogène vert, le biogaz ou les biocarburants. La troisième difficulté, enfin, est qu'un arrêt aussi brutal du financement des entreprises exploitant des énergies fossiles les exposerait à de graves difficultés, outre les sérieux sujets de l'emploi, des pertes possibles pour les petits actionnaires et épargnants. Je pense aux branches de ces entreprises consacrées aux énergies décarbonées qui subiraient, elles aussi, les interdictions de financement. Je pourrais encore citer plusieurs difficultés telles que les risques généraux pour notre économie, pour le secteur financier et bancaire en particulier, mais je m'arrêterai là compte tenu du temps qui nous est imparti. J'ajouterai simplement que toutes ces difficultés pratiques ne doivent pas pour autant nous conduire à l'immobilisme. Nous devons continuer à décarboner nos usages, à innover pour pouvoir passer le plus rapidement possible, des énergies fossiles. Par ailleurs, en matière de transparence financière, les choses avancent, notamment au niveau européen, avec le règlement SFDR, la taxonomie européenne ou la directive CSRD. Nous devons continuer à avancer à l'échelon européen, qui est l'échelon le plus pertinent selon nous pour réguler les financements en la matière. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Ok, merci. Eva Sass, je suppose, les écologistes. Oui, merci Monsieur le Président. Hier, Total Énergie a fêté ses 100 ans au château de Versailles sous haute protection des forces de l'ordre. 98% de la production de Total Énergie provient des fossiles. Total Énergie est impliqué dans 33 des bombes climatiques, ces mêmes bombes climatiques qui ne nous permettront pas de maintenir notre trajectoire sous les 1,5 degrés. Et pourtant, l'action de Total Énergie a progressé de plus de 20% depuis le début de l'année.
Le marché ne tient donc pas compte des risques climatiques dans l'appréciation des actifs. Les démarches louables en matière de finances durables s'avèrent très insuffisantes. C'est pourquoi je voudrais remercier la présidente Châtelain pour cette proposition de loi essentielle qui vise à freiner l'investissement dans les énergies fossiles pour arrêter cette course folle pour extraire les dernières gouttes de pétrole dans le sol. J'ajouterai que pour évaluer ces risques de manière adéquate, l'accès aux données est essentiel. Il faut donc renforcer la transparence des acteurs financiers. Il est impératif que l'AMF adopte une approche plus proactive dans la lutte contre le greenwashing, comme ses homologues américains et australiens qui prennent des mesures sévères, se chiffrant en millions, contre de telles pratiques. Je voudrais, pour finir, vous inviter, chers collègues, à voter pour cette proposition de loi qui vise à prendre en compte le risque climatique dans les investissements financiers. Risque climatique qui menace nos conditions de vie, mais bien sûr aussi l'entière économie de notre société. Je vous remercie. Merci. Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. La transition écologique impliquera une mutation profonde de nos modes de consommation et de production, et ce, dans tous les secteurs. Le secteur financier doit évidemment prendre sa part. Et s'il existe aujourd'hui certains dispositifs pour flécher les encours de l'épargne réglementée vers les TPE-PME développant des investissements dans la transition écologique, force est de constater que le compte n'y est pas. Les acteurs financiers continuent d'investir massivement dans les énergies fossiles, à fortiori les grandes banques françaises. Il serait illusoire de penser que les établissements bancaires se responsabiliseront d'eux-mêmes, à fortiori si les profits de court terme continuent de croître. Il est donc essentiel de prendre des mesures contraignantes, ce que propose cette PPL en fixant une trajectoire contraignante concernant la détention des actifs fossiles. Si nous partageons l'esprit de la disposition concernant l'impossibilité de financer de nouveaux projets, nous pensons que celle-ci s'avère très stricte et devrait prévoir certaines dérogations, notamment si un risque de l'approvisionnement en électricité venait à apparaître. Enfin, devant l'incapacité des banques à prendre en compte les risques de long terme pesant sur les actifs fossiles, nous souscrivons à l'article 2 visant à accroître le niveau de risque des actifs fossiles dans le cadre des ratios microprudentiels des fonds propres. Dans cette perspective, nous voterons cette proposition de loi du groupe écologique. Merci. Et enfin, Michel Castellani pour le groupe Lyot. Oui, merci, Président. Madame la rapporteure, que je remercie, mes chers collègues, une remarque d'abord, c'est que la profitabilité du secteur des hydrocarbures reste très élevée, ce qui n'est pas la meilleure manière de réorienter les investissements vers les énergies renouvelables. Et dans ce cadre, toute proposition qui vise à réduire l'asymétrie entre les types d'énergie nous semble bienvenue. Nous soutenons sans réserve, sur le fond, toute politique qui va dans le sens d'une maîtrise de notre avenir énergétique et climatique. Toutefois, ce dispositif qui nous est proposé nous interroge sur un certain nombre de points. D'abord, ce n'est pas parce que nous réduirons le financement des énergies fossiles que les banques financeront davantage les énergies renouvelables. On l'a vu lors de la commission d'enquête au Sénat sur Total, que le sujet, c'est plutôt le manque de projets renouvelables dans les énergies renouvelables rentables. Par ailleurs, le risque d'éviction de la mesure est avéré. Cette PPL pourrait être largement contournée, on le comprend, tout en nuisant à la compétitivité du secteur bancaire français. Enfin, nous souhaiterions alerter sur le danger du dispositif pour nos territoires. Moi, je suis originaire d'une région, en Corse, où 2 centrales thermiques constituent un rouage essentiel, disons, de la fourniture d'électricité. Et il est difficile pour nous d'imaginer pénaliser les investissements éventuels destinés à ces sites, même s'il est vrai qu'il conviendrait de diversifier le mix énergétique. Voilà. Donc, plus largement, tout investissement visant à créer des infrastructures sera in fine plus cher, sans réorienter notre économie vers un modèle durable, je dirais. Voilà. Au-delà de toutes ces remarques, nous voudrions quand même saluer le travail de la rapporteure, saluer l'intérêt de cette démarche sur ce sujet qui est quand même important. Donc, in fine, nous nous abstiendrons sur cette PPL. Merci. Merci. Présidente et rapporteur Cyril Châtelain, je vous laisse répondre.
Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des groupes qui soutiennent cette proposition, le groupe écologiste, le groupe insoumis, le groupe socialiste et le groupe GDR, dont je ne doute pas que j'arriverai à les convaincre que l'interdiction du financement des nouveaux projets est indispensable, et cela sans exception. Mais pour les autres groupes, je regrette, je vous le dis très sincèrement, la déclaration d'objectifs suivie d'un discours du laisser-faire. C'est-à-dire qu'on constate qu'il faut agir, mais on ne fait rien. Je vous le rappelle, nous connaissons les impacts des énergies fossiles, de leur production et de leur combustion depuis 1965. Voilà 60 ans que nous connaissons leurs effets et que nous sommes dans cette politique du laisser-faire. Cela nous conduit à un monde à plus 4 degrés. Cela doit s'arrêter aujourd'hui. Pour répondre à vos différentes interrogations, la première chose, c'est que j'aurais accueilli, bien évidemment, avec bienveillance et donné un avis favorable à des amendements de la majorité donnant des exceptions pour venir financer de l'hydrogène vert ou tout type d'énergie renouvelable. Malheureusement, il n'y en a aucun, mais je vous invite à travailler sur ce sujet si vous le souhaitez. Par contre, je vous rappelle que l'hydrogène, aujourd'hui, est majoritairement un hydrogène brun. Donc l'hydrogène ne peut pas être exclu dans sa totalité puisqu'il est encore trop dépendant des énergies fossiles. Concernant le financement des activités renouvelables par des grandes majors du fossile, oui, on a une part d'activité qui est portée sur les énergies renouvelables. Je prendrai l'exemple de Total, Total étant une entreprise française. Aujourd'hui, on a 3 fois plus d'investissements dans les fossiles que dans les énergies renouvelables. Donc oui, il y a des investissements dans les ENR. Ça reste encore trop marginal dans leurs activités. Et j'estime que quand on fait 20 milliards de profits, on peut prendre une partie de ce profit pour financer des activités renouvelables. La deuxième chose, ça a été beaucoup dit, pourquoi légiférer au niveau national? La première chose, c'est que je vous invite, messieurs les commissaires et madame les commissaires aux finances, à ne pas sous-estimer l'impact et la force des banques françaises. Les banques françaises, BNP, étaient 11e dans le financement des énergies fossiles au niveau mondial entre 2016 et 2022. La Société Générale était la 21e banque de financement des énergies fossiles au niveau mondial. Le Crédit Agricole était la 23e banque de financement des énergies fossiles au niveau mondial. Nous avons des acteurs financiers et bancaires importants, et donc ils ont une responsabilité importante et une capacité d'entraînement tout aussi forte. La deuxième chose, c'est ne négligez pas le risque réputationnel. Aujourd'hui, un nombre grandissant de clients individuels, mais aussi d'institutions, demandent à leurs banques de sortir des énergies fossiles, ce qui entraîne en France, mais ailleurs dans le monde, des banques à engager à minima, mais à engager cette transition. Je prendrai par exemple la banque Barclays en Angleterre qui, après la demande de Cambridge, a dû commencer à réfléchir sur cet investissement fossile parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs se rendent compte que non, continuer à financer des activités qui nous mettent en péril n'est pas possible. Enfin, je vous invite à lire The Green Swan, si vous ne l'avez pas lu, rédigé notamment par les banques centrales, qui disent cette chose assez simple, qui dit nous demandons, il faut faire attention, les banques centrales ne peuvent pas succomber à cette demande grandissante qui serait de remplacer, se substituer aux interventions du gouvernement. Et oui, effectivement, on a une souveraineté et on a une capacité de décider. Et nous ne pouvons pas laisser à des acteurs européens que sont les banques centrales jouer le rôle de choix politique. Le choix politique, il doit être fait ici. Et c'est pour ça que nous vous proposons cette proposition de loi. Et enfin, vous y voyez une limitation. Moi, j'en vois le fait de renforcer nos acteurs financiers. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu peu de choses sur des données. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si vous avez les données de l'exposition aujourd'hui des banques sur l'ensemble de leur secteur d'activité. Je parle bien sûr des prêts, des encours de prêts, des prêts aux énergies, mais aussi des prêts corporate, des émissions d'obligations, de l'asset management et de leur activité assurantielle, puisque pour beaucoup d'entre elles, elles ont dans leur groupe et dans leur filiale des assurances. Écoutez, aujourd'hui, nous avons vu l'AMF, la CPR, l'ADG Trésor. Personne ne m'a donné ces chiffres aujourd'hui. Et quand nous avons des chiffres, ce sont des chiffres faits par des modèles internes des banques. Donc, quelle est aujourd'hui l'exposition actuelle de ces banques qui ont historiquement financé les énergies fossiles? Nous ne le savons pas. Donc oui, aujourd'hui, c'est une proposition de loi
de protection et de mesures, et nous appelons à plus de transparence. Nous espérons que le prochain rapport de la CPR et de l'AMF nous permette d'avoir des données plus consolidées, et je crois qu'ils ont avancé sur leur travail, ce qui est une très bonne chose. Je voudrais répondre sur le charbon. Oui, les écologistes sont pour la sortie du charbon. Je sais que le Rassemblement national est assez obsédé par l'Allemagne et par la défense du charbon. C'est bien normal, puisque leurs collègues européens de l'AfD sont le parti qui font campagne pour repousser et pour finalement ne pas donner de limite à l'utilisation du charbon en Allemagne. Donc nous pouvons remercier l'extrême droite pour continuer notre dépendance aux énergies fossiles. Enfin, dernière chose, oui, c'est un texte de conviction. La conviction qui font que notre modèle économique ne peut pas et ne doit pas se faire contre les limites planétaires, que la réalité du réchauffement climatique doit être prise en compte dans notre économie de manière extrêmement forte. C'est cette conviction-là, mais vous n'êtes pas obligé de la partager. Par contre, je n'ai entendu aucune réponse à des données chiffrées qui fait que ce risque climatique, qu'on le veuille ou non, aura des impacts colossaux sur nos économies. Je vous l'ai dit, on est jusqu'à potentiellement une perte de 23% de PIB d'ici à 2100, et on est sur des secteurs entiers, et je ne vous parle pas de rapports faits par des écologistes, même s'ils ont une grande solidité, mais par des personnes qui devraient vous parler, c'est-à-dire des acteurs bancaires significatifs qui ont travaillé à la Banque de France, qui ont travaillé à la Banque de France et à la Banque centrale européenne, qui nous disent, avec le réchauffement climatique, il y a des secteurs entiers qui en fait ne seront plus viables. Comment allons-nous faire quand ces secteurs vont s'effondrer et vont perdre de leur valeur? Vous vous inquiétez de la question des encours de prêts. Aujourd'hui, on a deux choses. On a la preuve que augmenter les coussins climatiques ne va pas réduire la capacité des prêts. Par contre, je vous amène à vous poser la question. Aujourd'hui, les risques climatiques physiques sont là et sont réels et vont commencer à être évalués. Comment vont faire les gens pour trouver des polices d'assurance quand ils vont habiter dans le Nord-Pas-de-Calais qui a été touché par des inondations? Comment vont faire les gens pour trouver dans des assurances quand ils habitent sur des traits de côte et qu'on ne sait pas où demain il se situera? Comment les gens vont pouvoir emprunter pour aller sur des activités qui sont jugées à risque climatique? Si nous ne nous saisissons pas du sujet, si nous n'accompagnons pas les banques à se renforcer face à ce risque climatique, c'est là qu'il y aura une difficulté dans les prêts. Donc je vous amène, mesdames et messieurs, à travailler sur les amendements afin que nous puissions, à la fin de cette séance, adopter cette loi. Bien, on va donc passer aux amendements. Article 1er, amendement 6, Monsieur Salah. Enfin, qui... Charlotte Leduc. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous souhaitons intégrer de façon explicite l'extraction de charbon parmi les activités relatives aux énergies fossiles, telles que définies dans l'article 1er de cette proposition de loi. Donc, en réalité, c'est un amendement rédactionnel. L'intégration de cette disposition aurait des conséquences positives directes puisque le charbon représentait en 2021 près de 36% du mix électrique mondial. Au-delà de sa combustion, la seule extraction de charbon contribue fortement à la destruction de la biodiversité et de la santé des êtres humains. Donc l'activité d'extraction, et elle est ainsi responsable de l'accélération de l'érosion des sols, de la pollution des nappes phréatiques et des zones humides. C'est pourquoi nous proposons d'inclure l'extraction de charbon. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. C'est un avis très favorable à cet amendement, effectivement, de précision. Le charbon est bien compris dans les activités couvertes, mais l'amendement vient sécuriser juridiquement son écriture. Et il faut rappeler que dans le dernier rapport commun de la CPR et de l'AMF sur les engagements climatiques des acteurs de la place publié en 2022, contrairement aux banques et aux assurances, les fonds de gestion français ont augmenté leurs expositions au secteur du charbon. Il est donc indispensable de continuer le travail pour décarboner, y compris dans le secteur du charbon. Ok, je vous propose, à part Monsieur le rapporteur à qui je passe la parole de droit, que de prendre qu'un pour, un contre. Et j'ai déjà Monsieur Mauvieux, je suppose, en contre. Hein, donc, Monsieur le rapporteur. Non ? Il ne pouvait pas prendre la parole. Ah, c'était Monsieur Lefebvre avant qui s'était exprimé. Alors, Monsieur Lefebvre, pardon. Donc, du coup, je donnerai deux comptes. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voulais simplement profiter de cet amendement pour dire à la rapporteure que ce n'est pas parce qu'on s'oppose à cette proposition de loi qu'on est du côté du laisser-faire. Il y a un plan d'action finance durable de la Commission européenne qui a créé des obligations de transparence très importantes, la directive CSRD, la loi Industrie verte qui a mis en place
un indicateur, des instruments européens prudentiels qui permettent la meilleure prise en compte de ces risques, la taxonomie européenne qui impose l'identification d'un certain nombre de ratios d'actifs verts, la directive devoir de vigilance également. Donc je pense qu'on partage toutes et tous l'objectif de verdir et de mieux orienter le secteur financier vers la transition économique, mais nous ne souhaitons pas le faire de façon contraignante et surtout pas de façon solitaire, parce que nous pensons qu'il y a là un risque de compétitivité auquel vous n'avez, me semble-t-il, pas répondu. Monsieur Mauvieux. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, 2 éléments. Premier élément, pour revenir sur ce qu'a dit Madame la rapporteure, qui tente de faire passer le Rassemblement national pour les rois du charbon, les rois du pétrole. En réalité, si le Rassemblement national avait été au pouvoir en Allemagne, il y aurait toujours des centrales nucléaires et donc on n'aurait pas besoin de charbon. Et c'était d'ailleurs l'objectif de maintenir le nucléaire, c'est d'éviter le recours au charbon. Deuxième élément, comme l'a dit d'ailleurs Monsieur Lefebvre à l'instant, nous pensons effectivement que nous devons verdir notre économie, nous l'avons dit, nous l'avons répété, mais il y a différentes façons de faire. Il y a la façon contraignante et la façon incitative. Et nous pensons qu'il est davantage intéressant d'inciter les investisseurs à orienter leurs investissements sur des actifs de fonds article 9, plutôt que d'aller dans la contrainte. Et donc, on va s'opposer évidemment à cet amendement et à tous les amendements France Insoumise qui visent à élargir en réalité le champ de votre proposition de loi. Moi, je voudrais juste dire quelque chose à Monsieur Lefebvre. C'est que c'est curieux, comme à certains moments, le gouvernement prend des mesures contraignantes, par exemple, contraint les salariés à travailler 2 ans de plus, mais ne prend pas des mesures contraignantes quand il s'agit de ce genre de domaine. Voilà. Bah si, ça a à voir, à mon avis. Mais qui est, comme je vais considérer que c'était un pour, il y a un autre pour l'amendement? Oui, non? À vous la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, sur la question de changer de manière solitaire, il me semble que j'ai répondu par de nombreux points. Ils peuvent ne pas vous avoir convaincu, mais je le rappelle, le fait que non, les banques centrales européennes ne peuvent pas substituer aux décisions nationales et que ce n'est pas leur souhait. Deuxièmement, sur le fait qu'on a un risque réputationnel important. Et troisièmement, que nous avons des acteurs français qui ne sont pas uniquement français, mais qui sont des acteurs au niveau mondiaux et qui ont des places importantes et dont la transition ferait bien un changement plus général. Et enfin, oui, vous avez raison, on a un point de désaccord. Vous pensez que la compétitivité n'est pas négociable. Moi, je pense que les conditions de vie sur notre terre ne sont pas négociables. Chacun son point de vue. Enfin, j'aimerais répondre au Rassemblement national sur 2 choses. Vous connaissez bien mal le mix énergétique allemand. Le nucléaire était une part infime de ce mix énergétique, et donc ce n'est pas ça qui a emmené la contrainte au charbon, mais c'est bien une énergie qui est historiquement dépendante au charbon. D'ailleurs, on a lié au fait qu'il y a les lignites, notamment en Allemagne. Donc oui, en fait, si l'extrême droite était au pouvoir, on aurait du charbon et des centrales nucléaires, mais pas de renouvelables. C'est ça la réalité. Deuxièmement, sur les fonds article 9, je vous amène à vous renseigner. Sur les fonds article 9, on est sur de l'autodéclaration de la part des acteurs financiers, ce qui fait qu'un certain nombre de ces fonds, dits super verts, en fait, comportent dans leur grande part du financement d'acteurs du fossile. Et donc c'est d'ailleurs, c'est cet article qui nous montre que être sur de l'autodéclaration ou se reposer uniquement sur des indicateurs donnés par les banques, aussi solides soient-ils, ne permet pas une transition absolue. Donc oui, il ne faut pas être que dans l'accompagnement, il faut aussi fixer des objectifs clairs. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 5, qui le défend? Monsieur Hetzel. Juste le remettre. Il n'est pas affiché. Ah, pardon, excusez-moi. Il n'est pas dessus? Voilà. Donc, en fait, il est très simple. Il consiste simplement à supprimer à l'alinéa 5 le terme d'exploration, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse avoir des informations un petit peu plus précises. Et donc, l'objectif de cet amendement est soutenu par notre collègue, déposé par notre collègue Settlinger, d'enlever le terme d'exploration. Madame la rapporteure. Merci, c'est un avis défavorable puisque l'exploration, et si les acteurs financiers mettent de l'argent sur l'exploration, c'est bien parce qu'ils exploitent ensuite faire de l'exploitation et de la production. Donc il faut bien évidemment interdire l'exploitation et l'exploration.
passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? On compte peut-être. Non. Hein? Rejeté. L'amendement numéro 10 de la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a deux objectifs. Un premier objectif rédactionnel. Il substitue le terme « construction » au terme « développement » afin d'éviter toute interprétation restrictive consistant à limiter l'interdiction proposée aux infrastructures existantes qui feraient l'objet d'agrandissement. Et sur le plan technique, il ajoute la construction d'infrastructures de transport et de stockage soumises aux restrictions de financement prévues par la proposition de loi. Une réaction? Pas de réaction, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 7, Madame Leduc. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous proposons d'élargir l'interdiction de financement des nouveaux projets d'activité relatifs aux énergies fossiles aux entreprises énergétiques. Pour la seule année 2022, les super-profits des compagnies de charbon, de pétrole et de gaz étaient de 4 000 milliards de dollars. Cette manne financière colossale ainsi dégagée leur permet de s'autofinancer davantage et donc d'avoir moins recours, voire de se passer totalement des banques et des marchés. Donc pour être efficace, ce définancement des énergies fossiles doit cibler tous les types d'investissements, y compris les investissements internes. Madame la rapporteure. Merci. Alors effectivement, c'est un amendement qui va beaucoup plus loin que ce qui est proposé. Moi, j'y émettrai un avis favorable, puisque vous avez raison. L'objectif est bien, à terme, de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. J'espère qu'il sera intégré. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on viendrait amener quelques modifications, notamment c'est-à-dire des financements pour des raisons de sécurité. Je pense qu'on serait tous d'accord qu'il serait nécessaire de les préserver. Une réaction? Oui, Madame... Oui, moi je suis totalement opposée à cet élargissement de l'interdiction. Je suis assez atterrée de voir que la NUPES, dans son ensemble, dans ses différentes composantes, n'a que la perspective des interdictions. Interdiction et élargissement des interdictions. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir qu'en cas de blackout, on sera peut-être heureux ou il sera peut-être nécessaire de recourir à d'autres choses que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, franchement, votre perspective de tout interdire me désespère. Donc, je suis farouchement opposé à cet amendement. Bien. Y a-t-il une réaction? Non? On passe au vote. Qui est pour? Vous êtes pour? Non. Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 3. Monsieur Hetzel, peut-être? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Là encore, il s'agit de supprimer l'alinéa 9 de l'article 1er. En effet, cet alinéa entre totalement en contradiction avec la liberté d'entreprendre, principe à valeur constitutionnelle, et également en contradiction avec le droit à exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix, raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer l'alinéa 9. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Ça sera un avis défavorable, puisque vous évoquez un argument constitutionnel. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a reconnu pour la première fois en 2020 que la protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui pouvait justifier des restrictions à la liberté d'entreprendre. Nous sommes donc bien conformes à la Constitution. Et deuxièmement, sur le fait que vous souhaitiez finalement supprimer l'obligation faite aux acteurs financiers, dont les banques, les gestionnaires d'actifs, de décarboner progressivement leurs expositions. Cela revient à ce qui était dit, de dire que finalement, on ne fait que contraindre. En fait, on ne fait pas que contraindre, on protège. Parce que, en fait, et je crois que Monsieur le Président l'a dit, vous avez une vision des choses où on contraint toujours les Français, on n'oblige jamais les grandes entreprises. Et moi, ce que je regrette, c'est que vous ayez choisi progressivement de nous imposer un modèle en enlevant... Si nous regardons pourquoi aujourd'hui les gens sont dépendants de leur voiture, on a enlevé les trams, on a enlevé les tram-trains, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les capacités aux gens de garder une possibilité de se développer. C'est-à-dire que ce que nous proposons, c'est une nouvelle manière de faire qui permet demain aux gens de faire face au fait que oui, dans un futur proche, nous aurons des contraintes d'un point de vue énergétique. Vous dites protéger, nous disons, vous dites contraindre, nous disons protéger et anticiper. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Vous êtes pour l'amendement? Attendez, on va compter. Qui est pour?
Qui est contre? Rejeté. Amendement 8, qui le défend. Madame Leduc. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous proposons une sortie progressive des énergies fossiles, donc à 50% en 2030, 90% en 2040, comme prévu par la proposition de loi, et totale à l'horizon 2050. Donc, on va encore nous dire qu'on va beaucoup trop loin, probablement. Mais voilà, la neutralité carbone est une étape, et la stratégie finale qui doit être mise en place est bien celle du net zéro. Donc, pour nous, accélérer le calendrier de réduction des gaz à effet de serre renforcerait l'urgence pour certaines entreprises de mettre en place de vrais plans de transition écologique, et c'est donc l'objectif de cet amendement. Madame la rapporteure. C'est un avis très favorable. Cet amendement est cohérent avec l'objectif de la proposition de loi de réduire à zéro le stock d'actifs fossiles. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 9, Madame Leduc. Alors avec cet amendement, nous proposons de compléter l'obligation de moyens telle qu'exprimée à l'alinéa 9 avec une obligation de résultat dans la réduction de la part d'actifs fossiles dans les portefeuilles d'investissement. Le maintien d'une obligation de stratégie comme proposé actuellement à cet article est essentiel. Il s'agit de permettre aux entreprises de s'emparer réellement du sujet et de planifier leur réduction réelle. Toutefois, si nous nous joignons à l'obligation de se doter d'une stratégie de réduction exprimée dans cet article, il s'agit d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat. Un groupe qui se fixerait sciemment ou non une stratégie non crédible ou défaillante de la réduction de la part d'actifs fossiles respecte au sens strict les obligations introduites par cette proposition de loi. Pour ces raisons, nous proposons de compléter les stratégies de réduction mises en place par ce texte par une réduction réelle dans les mêmes proportions, 50% en 2030, 90% à l'horizon 2040. Madame la rapporteure. Merci, c'est un avis favorable. Effectivement, c'est une précision indispensable. L'objectif n'est pas seulement d'avoir des objectifs fixés et non respectés, mais bien d'avoir un impact sur la stratégie économique et de réellement décarboner les encours des banques et leurs activités. Merci, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Discussion commune, monsieur le rapporteur. Le 13. Oui, je sais, je signalais que le 13, Mme Châtelain. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement intègre la procédure et le régime de sanctions de la proposition de loi dans les dispositions existantes du Code monétaire et financier. Concrètement, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, et l'autorité des marchés financiers, l'AMF, seront chargées de veiller au respect des dispositions de la proposition de loi par les prestataires de services financiers qu'elles contrôlent d'ores et déjà. Les procédures de sanctions aujourd'hui mises en œuvre par l'ACPR et l'AMF assurent le respect des droits de la défense et la gradation des peines encourues. Les amendements prononcés en cas de manquement aux restrictions de financement n'interviendront qu'en dernier ressort et pourront, il me semble, atteindre 10% du chiffre d'affaires. Donc on est à la fois proportionné mais efficace. Et toujours en discussion commune, le 4, monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, là, l'objectif est de supprimer l'alinéa, en l'occurrence, la dernière phrase de l'alinéa 10, puisqu'en fait, ce qui est prévu, c'est une sanction à hauteur de 4% du chiffre d'affaires. On voit bien que quand vous regardez les transactions financières, vous vous apercevez que 4% du chiffre d'affaires, en réalité, ça veut dire que l'amende est de tel niveau que l'entreprise, elle dépose son bilan. Donc, on voit bien que c'est une... là, on est dans une sanction qui n'est même plus dissuasive. On est dans quelque chose où, en réalité, c'est une attaque en règle contre le milieu économique. Et on voit bien qu'il y a une déconnexion totale par rapport à la réalité de la situation, puisque en fait les profits réalisés sont en général beaucoup plus faibles. Donc à minima, il aurait fallu voir ça par rapport aux profits réalisés et non pas par rapport au chiffre d'affaires. Merci, Madame la rapporteure. Oui. Merci. Vous devez donc, chers collègues, être convaincus par la réécriture qui vient juste intégrer dans les dispositifs déjà existants, qui sont, je vous le répète, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires ou limités à 100 millions d'euros, mais qui sont déjà dans la loi et assurés par la CPR et l'AMF. Alors, Daniel Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Après les interdictions, les sanctions.
écologie punitive, qui s'inscrit dans une stratégie, dans une approche idéologique que nous connaissons, qui est celle de la décroissance que vous voulez imposer au système économique en ciblant ce qui vous apparaît comme étant le diable, c'est-à-dire le secteur financier et bancaire. Voilà. Donc, bien évidemment, on ne peut pas adhérer à cette approche idéologique et à cette écologie punitive. Merci. Eva Sas. Oui, je voudrais juste répondre aux diverses interventions qui nous accusent d'écologie punitive, de sanctions, d'interdiction. Je voudrais faire remarquer à mes collègues que l'incitation que vous prenez tant ne fonctionne pas. Visiblement, face aux risques climatiques, elle ne permet qu'aux acteurs économiques climaticides que de gagner du temps. Et c'est ça que vous permettez. Vous permettez en fait qu'on gagne du temps, qu'on continue à exploiter les fossiles et à détruire le climat. La deuxième chose, c'est que vous refusez la contrainte et vous défendez, surtout nos amis des Républicains, la liberté d'entreprendre. Mais ce que vous défendez, c'est la liberté de détruire le climat. Et on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était et à aller dans le mur. Et c'est vraiment ce que vous défendez, malheureusement. Pensez aux générations futures, pensez à vos propres enfants. Demain, nous allons laisser la planète dans des conditions de vie qui ne seront pas habitables. Merci. Mme Louwagie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que si on peut partager une volonté de réduire fortement la part des énergies fossiles, je pense qu'il faut prendre en considération aussi un grand nombre d'éléments. Donc, bon, partagez votre orientation. Après, il y a une déclinaison dans la temporalité. Mais ensuite, mettre des sanctions à un niveau comme celui que vous proposez là, 4% du chiffre d'affaires, c'est quasiment des marges dans certains cas. Donc c'est mettre en péril des activités, un secteur entier. Donc je pense qu'il faut une mesure entre les sanctions, parce qu'on peut comprendre que vous mettiez des sanctions derrière des obligations. Pour autant, ça n'est pas pour ça qu'on est favorable aux obligations que vous mettez. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir des sanctions complètement démesurées, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. D'où cet amendement relativement important que je vous invite à voter. Moi, je voudrais juste répondre à Daniela Baron. Je l'ai dit un peu sur un petit peu un ton taquin tout à l'heure à Mathieu Lefebvre. Là, je le dirais de manière un peu plus sérieuse. Tout ça renvoie quelque part à la gravité des choses qui sont sur la table. D'accord ? Je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, prenons des chômeurs. Vous n'hésitez pas à proposer des sanctions par rapport à des chômeurs que, éventuellement, vous accusez de ne pas chercher suffisamment vite de travail, de ne pas accepter les travaux. Bon. Et là, par rapport à quelque chose qui est, à mon avis, autrement plus dangereux pour la société grave, qui est le fait de continuer à produire des émissions carbone, là, tout d'un coup, il faut arrêter d'interdire, pas être contraignant, laisser faire les choses. Moi, je pense que le plus grave aujourd'hui, le danger le plus grave que nous courons, c'est le fait de continuer à respirer sur cette planète. C'est à mon avis un danger bien plus grand que celui de voir si un chômeur refuse ou pas un strike. Je prends le chômeur, je pourrais prendre d'autres choses. Donc je ne comprends pas cet argument, Daniela Baron. Si on veut vraiment agir, vous dites que vous avez le même objectif, d'accord ? Bon, de façon à faire en sorte que non pas on baisse les... qu'on augmente moins vite, parce que c'est de ça dont il s'agit en ce moment, qu'on augmente moins vite les émissions carbone. Dans ces cas-là, il faut des mesures contraignantes. Sinon, d'autres mesures ne serviront à rien. Si c'est des amendes qui sont, ou des sanctions qui sont trop faibles pour, à un moment donné, inquiéter une institution financière, vous savez très bien que ça n'aura aucun effet. Donc on ne peut pas avoir deux discours, on ne peut pas avoir deux langages selon les choses. Et là, très franchement, je pense qu'on parle du thème le plus grave pour l'humanité. Le plus grave pour l'humanité. Monsieur le rapporteur. Ouais, merci, Monsieur le Président. Écoutez, ces leçons de morale, c'est quand même assez insupportable. Non, mais vous savez, le juge de paix, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et l'année dernière, vous savez pertinemment que la France a tenu ses objectifs en matière de gaz à effet de serre, de diminution. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, et c'est insupportable de dire qu'on ne fait rien, qu'on ne comprend rien à la transition au réchauffement climatique, ça n'est pas vrai. Je ne vais pas vous faire la liste des initiatives. Si, ça a été dit par la rapporteure tout à l'heure, nous ne faisons rien. La différence entre vous et nous, c'est que nous considérons que le monde économique est un acteur majeur de cette transformation. Et vous
vous voulez l'affaiblir. Cette loi n'a que pour objectif que d'affaiblir et les acteurs de l'énergie et les acteurs du monde financier. Bien sûr que oui, puisque ce sont des mesures franco-françaises qui vont les affaiblir, vous voulez les pénaliser, vous voulez interdire un certain nombre de choses. Nous sommes cohérents. La transition écologique, elle va se faire avec les acteurs économiques. C'est ce qu'ils font. Ils ont aussi des obligations. Vous avez parlé de risque réputationnel. Ils le savent bien. Ils ne vous ont pas attendu pour le savoir. Donc, ils prennent un certain nombre de mesures pour assurer cette transition. Ils le font quelquefois à des niveaux d'investissement. J'étais ArcelorMittal à Dunkerque la semaine dernière. Ils le font avec des niveaux d'investissement qui sont colossaux, qui les mettent à un risque, et vous voulez encore les montrer du doigt, donc c'est insupportable. Nous sommes cohérents. Et moi, je voudrais vous dire, parce que j'ai vu ça dans la presse l'autre jour, vous êtes contre le pétrole, donc j'imagine que vous êtes pour la voiture électrique, mais vous êtes contre les mines de lithium. Alors ça, c'est quand même le truc qui est absolument incroyable. Et ça, c'est toute l'incohérence de l'écologie. C'est-à-dire, vous êtes à Paris, vous êtes pour les méthaniseurs et la transition écologique, mais sur le terrain, vous êtes contre tous les méthaniseurs qui se mettent en place. Vous êtes pour la voiture électrique, mais vous êtes contre la mine de lithium qui veut s'ouvrir dans l'Allier. Ben, je suis désolé, si, regardez, c'est ce qu'on peut constater. Madame la rapporteure. Merci. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de les retourner un par un. Oui, nous avons une diminution des gaz à effet de serre. La conclusion du Conseil d'État était claire. Cette diminution des gaz à effet de serre est liée à des éléments conjoncturels. La hausse des prix, l'hiver doux. Non, mais vous remettez en cause la décision de mai 2023 du Conseil d'État, je vous le rappelle, la décision mai 2023 du Conseil d'État, qui appelle d'ailleurs le gouvernement à prendre des mesures beaucoup plus fortes, et notamment des mesures structurelles pour garantir dans la durée ces baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, lié à des mesures conjoncturelles. Deuxièmement, oui, vous avez raison, les banques ont conscience du risque réputationnel et prennent des mesures. Le risque aujourd'hui sur le fait que nous n'ayons pas, les données, deux, qu'ils puissent se fixer des objectifs, mais en fait ne pas se donner les moyens de les atteindre, c'est un risque de greenwashing. Ce qu'on veut, c'est pas 10 ans de greenwashing pour se rendre compte qu'en fait, dans 10 ans, l'exposition aux fossiles est toujours la même dans les banques. Donc nous sommes dans notre rôle de législateur d'imposer des objectifs et nous le verrons dans les amendements, de demander de la transparence. Troisièmement, sur la question des coussins, des fonds propres et des sanctions. Il y a une crise qui s'appelait la crise des subprimes en 2008 qui a démontré que le secteur bancaire est en incapacité de s'autoréguler et que quand les bulles économiques explosent, elles entraînent du chômage et une conséquence de déstabilisation forte pour l'économie, pour toute la société. Donc nous assumons que le secteur bancaire a besoin d'être régulé par le législateur parce que c'est notre rôle. Sur la question de la temporalité, mais la temporalité, c'est celle des accords de Paris. C'est la temporalité que la France s'est donnée, que l'ensemble de la communauté internationale s'est donnée et qui est absolument nécessaire si nous voulons garder le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Parce que la seule question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que nous voulons ou pas garder le réchauffement climatique sous les 2 degrés ? Voilà. Et enfin, puisque cet amendement pose sur la question des sanctions, j'invite à ce qu'il soit adopté, que l'amendement CF13 soit adopté à l'unanimité, puisqu'il intègre justement, il remplace le dispositif des sanctions inscrit dans la loi par le dispositif des sanctions existants, qui s'en remet à 2 acteurs extrêmement compétents, l'ACPR et l'AMF, et qui permet une proportionnalité et jusqu'effectivement 10% du chiffre d'affaires. Mais ce sont déjà les pénalités aujourd'hui possibles, parce que oui, je le répète, les acteurs financiers, comme tous les acteurs qui ont une responsabilité aussi forte dans nos économies, qui bénéficient d'une garantie d'État parce que c'est là où les Français et les Françaises ont leur épargne, eh bien oui, ils doivent être contrôlés. Et quand ils ne respectent pas la loi, quand ils ne respectent pas les objectifs, ils doivent être sanctionnés. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement 13 ? Qui est contre ? Ça n'a pas de sens. Rejeté. Qui est pour l'amendement 4 ? Qui est contre ? Rejeté. Passe au 15, Madame la rapporteure. L'amendement est retiré puisque c'était un amendement de cohérence avec le CF13. Le 19. Le 19. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à réintroduire le comité consultatif dont la création a été proposée par l'amendement de notre collègue Christelle Pétex, qui a été déclaré irrecevable sur l'article 40 de la Constitution. Dans cet amendement, on précise le caractère bénévole de ses membres et de sa composition. Il me paraît effectivement important, vu le débat que nous avons eu, vu l'importance des acteurs économiques et financiers, dont nous sommes aussi persuadés que si nous ne faisons pas une transition forte et une bifurcation
importante des acteurs économiques et des acteurs financiers, nous ne réussirons pas la transition énergétique, que ce comité consultatif est indispensable. Et moi, l'une des convictions que j'ai forgées de mes auditions, c'est qu'effectivement, nous avons besoin plus de transparence et nous avons besoin que les élus aient davantage de place dans cette transparence et dans le suivi des actions des acteurs financiers. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Passe au vote de l'article 1er. Aucun amendement n'a été adopté, donc il n'est pas modifié. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Passe après l'article 1er. Madame Châtelain, Madame la rapporteure, à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Les acteurs de l'assurance sont aujourd'hui fortement exposés aux risques climatiques dans les assurances qu'elles délivrent, mais aussi parce qu'une partie de leurs fonds sont gérés par des gestionnaires de fonds et placés auprès d'acteurs notamment du fossile. Les assurances sont déjà en partie couvertes par le champ du texte initial, puisqu'elles, je l'ai dit, elles confient leurs fonds à des gestionnaires d'actifs. Mais il semble qu'au vu de l'importance de leurs expositions sur les questions du charbon, du gaz, du pétrole, elles devraient pleinement rentrer dans cette proposition de loi. Et donc, nous proposons d'élargir le champ d'application de la proposition de loi au secteur assurantiel. OK. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 2. Toujours un amendement de la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement à l'article 2 vise à la question des risques climatiques dont nous avons déjà beaucoup parlé. Le professeur Patrick Bolton, qui enseigne à l'économie à l'Université de Columbia, parle donc de signes verts, c'est-à-dire les green swans, qui sont exposés à des risques physiques, à des risques de transition, c'est-à-dire pas le risque de la transition, mais de la transition abrupte, c'est-à-dire le fait qu'à chaque fois que nous ayons une proposition de loi de ce type, on repousse son application. Et à force de repousser, le risque qu'il y a, c'est de devoir prendre des décisions plus fortes, sans progressivité et non planifiées. C'est pourquoi je vous appelle, cher commissaire, à réfléchir au cours de cette discussion à l'adoption de cette proposition. Concrètement, cette proposition d'amendement vise à intégrer la question des fonds propres dans le coussin de risque systémique qui prendrait donc en compte une composante climatique. Celle-ci s'imposerait aux plus grandes banques sur leurs réserves aux plus grandes banques de constituer des réserves de fonds propres à hauteur de 10% de leurs expositions aux énergies fossiles. Donc elle est bien proportionnelle à l'exposition existante aux énergies fossiles. Cela correspond aux définitions d'un risque systémique qui est défini par le superviseur européen comme un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions dans le marché intérieur et l'économie réelle. On retrouve là très clairement les conséquences de ce que pourraient être les risques climatiques sur notre économie. Merci. Une réaction? Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement suivant, le 17, Mme Châtelain. Merci. Alors, c'est un amendement de repli. L'amendement précédent, avec une hauteur de 10% de fonds propres en fonction de l'exposition, demandait à ce que cette décision soit validée au niveau européen. Là, je vous propose d'agir dans le cadre des prérogatives françaises, puisqu'effectivement, la France peut rester, si elle reste sous le seuil des 5% prévus par le règlement européen de 2013 sur les exigences prudentielles dit CRR, peut intégrer une composante climatique au risque systémique. Comme elle a déjà activé un certain nombre de leviers, il nous reste en fait 0,49% d'exposition qui pourrait être intégrée à ce risque systémique. Voilà, on est sur quelque chose d'assez correct. L'idée, c'est de dire on a des coussins systémiques, on peut avoir des leviers qui sont activés au niveau français. Et ça, si c'est dans les limites du seuil de 5% prévu aujourd'hui par le CRR. La France a déjà activé un certain nombre de leviers, notamment face à des défaillances des acteurs économiques. Donc nous avons déjà mangé une partie de cette capacité à activer le levier. Nous vous proposons d'utiliser les capacités restantes pour intégrer cette composante climatique au risque au coussin systémique. OK. Une réaction? Pas de réaction. Je suppose que c'est le même vote. Rejeté. Passe à l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Passe après l'article 2. Amendement 14, Mme Châtelain. Merci. Dans de nombreuses prises de parole, il y avait l'idée que
les mesures proposées par la proposition de loi ne convenaient pas, mais qu'on avait un accord sur l'objectif et sur la question de l'exposition aux risques climatiques. J'espère donc que cet amendement additionnel aura un soutien fort, puisqu'il propose d'intégrer, cet amendement impose aux banques d'intégrer de manière prospective les risques liés au climat et à l'environnement dans leur approche interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des obligations de fonds propres, mais ceux-ci peuvent être pondérés par rapport à des risques. Ces risques, comment ils sont évalués? Ils sont évalués par rapport au taux de faillite qu'il y a eu précédemment. Je l'ai dit, les risques climatiques ne sont pas basés sur des données précédentes, puisque c'est un danger à venir, et donc nous proposons que celui-ci puisse être intégré dans les modèles internes, puisque certes, nous n'avons pas de données passées qui nous permettent de l'évaluer, puisque le réchauffement climatique n'avait pas encore eu lieu, mais d'anticiper des risques futurs. Je pense que c'est tout le travail, effectivement, de la prévention et de l'élaboration des risques. Et donc, c'est bien l'objectif de cet amendement, de pouvoir permettre aux banques de mieux l'évaluer, de mieux s'en protéger, et donc d'être dans une approche plus prospective. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Ok, le 12. Merci, Monsieur le Président. Donc, on a compris, il y a un refus d'interdire le financement des nouveaux projets. Vous refusez de mettre des objectifs de décarbonation des encours des banques sur les énergies fossiles. Vous refusez de pouvoir augmenter les fonds propres, quelle que soit leur forme, pour le mieux protéger les Français et les Françaises des risques liés aux énergies fossiles. Vous refusez même de demander aux banques d'intégrer à leur modèle interne le calcul de ces risques climatiques. Donc voilà, là je vous propose quelque chose qui, je l'espère, pourra faire l'unanimité, parce qu'on est vraiment sur des logiques à minima, c'est-à-dire au moins mettre un terme à l'absence ou à l'insuffisance des informations sur les engagements ESG des banques, des assurances et des gestionnaires d'actifs. Là, on est sur une logique de transparence. La loi de 2015 relative à la transition écologique pour la croissance verte a considérablement renforcé les obligations de reporting extra-financier. Or, les rapports annuels par les entités assujetties présentent de grosses lacunes. C'est persistant. Par exemple, sur le champ des activités soumises au reporting, ça reste parcellaire. Plusieurs banques ont indiqué que leur engagement sur les ESG ne couvrait pas les financements destinés au segment intermédiaire et aval de la chaîne des énergies fossiles. Je vous donne un exemple. On ne finance plus l'exploitation des fossiles. Par contre, on continue à financer les pipelines. Donc, en fait, à un moment, il faut avoir une vision consolidée, globale de l'activité des banques. Nous sommes là, pas dans des objectifs contraignants, nous sommes sur un objectif de transparence. Et si vous êtes effectivement convaincu de l'objectif de cette proposition de loi, convaincu que les acteurs financiers, d'ailleurs par eux-mêmes, peuvent arriver à se réguler, vous ne verrez donc aucune objection à avoir une transparence totale sur leurs données, puisque s'ils le font, ils n'ont rien à cacher. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Et dernier amendement, le 16. Merci, Monsieur le Président. L'objectif de cet amendement est d'harmoniser l'entrée en vigueur des deux articles, mais qui ont été refusés. Donc, par cohérence, je vous propose de le retirer. Très bien, on passe au vote de la proposition. Ah oui, vous avez raison. Bien vu, Monsieur le rapporteur. Bien vu, Monsieur l'administrateur. C'est Madame la rapporteure, Monsieur l'administrateur. Merci, Madame la rapporteure. Chers collègues, on doit désigner un rapporteur sur la proposition de loi visant à compléter les dispositions applicables au Haut Conseil de stabilité financière, numéro 2091, qui est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du lundi 29 avril. Elle devra être examinée en commission mercredi 10 avril, avant la suspension des travaux. Je suis saisi de la candidature de Monsieur Lionel Causse. Est-ce qu'il y a une opposition? Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Félicitations. On a épuisé l'ordre du jour. Je vous rappelle que nous retrouverons mardi prochain à 16h30 pour auditionner conjointement avec la Commission des affaires sociales M. Gilles Mouek, dont la nomination comme membre du Haut Conseil des finances publiques est envisagée par la présidente de l'Assemblée nationale, puis mercredi prochain, 9h, pour auditionner M. François Sauvadet, président du département de France, puis pour examiner la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, rapportée par M. Alexandre Holroyd. C'est Véronique Louwagie qui a accepté de me remplacer, car je serai exceptionnellement absent. Merci. C'est lié au Covid. C'est lié à l'hiver, à l'augmentation des prix.